directement par définir l'handicap. Donc, en termes génériques, c'est l'ensemble des limitations dans les trois composantes du fonctionnement de l'enfant, donc à savoir les déficiences, les incapacités et les désavantages. Donc, les déficiences, c'est une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique, anatomique, telles que les déficiences intellectuelles. L'incapacité, quant à elle, c'est une réduction partielle ou totale de la capacité à accomplir une activité. Le désavantage résulte des deux, donc c'est une déficience et ou une incapacité, donc il en résulte un désavantage social, donc il va retentir sur la vie normale et l'orientation de ces enfants. Donc la place du neuropédiatre, en fait, il fait partie d'un groupe. Donc c'est une démarche pluridisciplinaire. Donc et ce groupe peut être constitué, comme on vient de le voir, on va le voir dans cette table ronde. Donc c'est le kiné, c'est l'orthophoniste, la psychomotricienne, le psychologue. Et on n'oublie pas donc les gens qui prennent en charge à l'école ces enfants. Donc le rôle du neuropédiatre, c'est pas seulement de poser un diagnostic ou d'écrire une ordonnance, mais il doit connaître les principes et les moyens d'évaluation des besoins de ces enfants avec handicap. Il doit savoir les principes et moyens de maintien d'intégration d'un enfant avec handicap dans une structure ordinaire ou spécialisée. Il doit connaître les démarches nécessaires à l'orientation d'un enfant avec un handicap. Il doit faire le rôle du psychologue dans une famille qui se trouve devant un désastre. Donc on sait bien que la naissance d'un enfant handicapé représente pour une famille un bouleversement difficile. Ce n'est pas toujours possible de poser le diagnostic dès les premières semaines, dès le premier mois, ce qui accentue cette angoisse et ça peut engendrer des problèmes entre médecins et famille. Et puis l'inquiétude bien compréhensible des parents fait que cette période soit un moment très difficile sur le plan psychologique pour la famille, pour l'enfant et pour le médecin. Donc sur tout l'intérêt du dépistage. Donc le retard des acquisitions ne pourra être mis en évidence que si le médecin a acquis pour chaque âge des repères précis du développement psychomoteur normal. Et le dépistage d'anomalies de développement, tant que c'est précoce, donc ça va permettre de prendre rapidement ces enfants, donc ce qui va agir positivement sur le pronostic. Donc il faut surveiller le développement de ces enfants. Au cours du suivi médical, de nombreux examens permettent des fois donc, de s'assurer de leur développement psychomoteur. Est-ce qu'il est harmonieux, est-ce qu'il est cohérent, ou bien est-ce qu'il y a des problèmes neurologiques. Et l'objectif commun de ces examens donc, est de dépister le plus précocement possible les éventuelles anomalies. Donc là, chez le nouveau-né, on ne doit pas oublier les fameux réflexes archaïques, donc le bon examen clinique. Et puis, à chaque mois d'âge, il faut suivre les compétences acquises par ces enfants. L'observance de l'enfant et l'écoute des parents, c'est très important. Et puis, les circonstances de ce dépistage, généralement, sont de trois ordres. Soit devant une plainte des parents, soit lors d'une consultation systématique approfondie en raison de facteurs de risque, ou néonataux ou familiaux, soit de façon fortuite, au cours d'une consultation fortuite. Donc les risques obstétricaux, on doit faire attention devant un enfant né après un retard de croissance intra-utérin, chez un prématuré, chez un bébé qui a été victime à l'exposition de toxiques in utero, un enfant qui a eu des infections en intra-utérin, ou bien une découverte d'anomalies cérébrales ou autres, donc en échographie morphologique. Les risques néonataux, pendant l'accouchement ou juste après, donc il y a les infections, l'anoxie, l'hypoglycémie,